Einstein a déjà dit, il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots in the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. Oh, qu'il était temps que cette semaine-là se termine. On nous a volé Noël, mais on nous a pas volé notre Christian Page. On va le garder encore longtemps. Ah, salut! Quel bel accueil, Yannick. Oui, bon vendredi, mon ami. Eh bien, toi aussi. On tient le fort? Oui, on tient toujours le fort. Écoute, tu as tout à fait raison. On nous a volé Noël, mais bon, il va falloir s'y faire. Hein. Il y a pas de bonne décision, tu comprends? On essaie de, tu sais, on voudrait tous, c'est toujours facile quand on joue un peu le gérant d'estrade, hein, oui, si j'étais là, je ferais ceci ou je ferais cela. Mais quand on est dans la position où on doit prendre les décisions, tu sais, comme on dit souvent, il n'y a pas de bonne réponse. Ben, malheureusement, c'est un peu la même situation ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on autorise? Est-ce qu'on n'autorise pas? Qui va payer le coût de ça? Parce qu'il y aura certainement des retombées à ça, des conséquences. Donc, on est dans une situation... Écoute, je préfère être derrière mon micro ce soir qu'être dans les bottines du premier ministre. Ouais, ça va un peu mieux dormir ce soir pour toi. Ouais, absolument. Ouais, mais tu sais quoi? Au mois de mars, j'avais reçu un microbiologiste, un collaborateur que j'ai le soir, puis il est dans DH en 90 minutes aussi. Il s'appelle Marc Hamilton, c'est un microbiologiste. Oui. Puis, ce qu'il me racontait au mois de mars, c'est... attendez-vous pas à ce que tout soit clair dans les prochains mois parce que la bête qu'on affronte, c'est une bête qu'on ne connaît pas et ça va être une étude scientifique seconde par seconde auquel vous allez assister. Oui, c'est du in vivo. C'est pour ça qu'il faut toujours un peu se méfier de... Il y a pas de... Tu sais, si on devait faire le bilan, c'est sûr qu'au moment où la pandémie sera terminée, lorsque les autorités feront le bilan de ce qui s'est passé, il y aura des bons coups et des mauvais coups. Personne n'aura un 100%, tu comprends? Il y a des décisions qui ont été prises, puis après coup, on s'aperçoit que c'était pas la bonne décision à prendre, peut-être pas la meilleure décision à prendre, mais comme tu le soulignes, comme le disait M. Hamilton, c'est une situation à laquelle on n'était pas vraiment préparé. C'est la première fois, là, parce qu'il faut se rappeler que la dernière fois qu'une situation comme celle-là s'est produite, c'était la grippe espagnole, c'était au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ça fait quand même une centaine d'années de ça. Tu sais. C'était en 1918 que la grippe espagnole s'est déclenchée, donc 102 ans. Donc, c'est une situation à laquelle on n'était pas préparé. Et qui plus est, ce virus-là, on doit l'affronter et on apprend à le découvrir. Donc, au début, on disait c'est pas nécessaire de porter un masque. Après ça, il faut porter le masque. Et là, je comprends que les conspirationnistes ont vu là-dedans une espèce de jeu de girouette. Hein? Le gouvernement dit blanc une journée, puis dit noir le lendemain. Mais dans les faits, c'est qu'on essayait simplement de s'ajuster à de nouvelles données scientifiques qui entraient au compte-gouttes et qui entraient au quotidien. Fait qu'au quotidien, on devait réévaluer la position des scientifiques, des immunologistes, des virologues, qu'est-ce qu'eux disent, qu'est-ce qu'il faut faire, et on essaie de s'adapter à ça. Et puis, à l'issue de cette pandémie, bien sûr, il y aura des bons coups, il y aura des mauvais coups, mais malheureusement, personne n'est parfait. Puis dans une situation comme celle-là, on faut bien le comprendre, hein, le premier ministre Legault a dû, il est nouvellement en poste et il doit immédiatement affronter ce qui apparaît comme la plus grave crise sanitaire qui s'est jamais produite au Québec depuis la grippe espagnole, tu comprends? Et là, on peut pas dire que
toutes les promesses qu'il avait faites au moment de son entrée au pouvoir, hein, ben, des promesses, on s'entend, il y avait un programme électoral, programme économique, programmes sociaux, et bon, il y avait plein de programmes qui étaient en place, et là, tout ça est balayé du revers de la main parce que la préoccupation au quotidien, c'est cette histoire de COVID-19. C'est vraiment pas facile pour... J'aurais pas voulu avoir un mandat de premier ministre en cette période-là. Personne veut ça. Puis il faut toujours se rappeler, hein, les gens... Puis là, je suis pas là pour faire le procès des conspirationnistes, les pas conspirationnistes, tout ça. Mais il y a quand même un fait qu'on doit retenir. Les gouvernements, lorsqu'ils sont élus, leur principale préoccupation, bien sûr, ou à leur dire, c'est le bien-être de la société, de la communauté, mais également, tous les gouvernements travaillent dans le but d'être réélus. Il n'y a pas un gouvernement qui rentre en position en se disant « Moi, moi, tout faire pour ne pas être réélu aux prochaines élections ». Et donc, si on regarde les décisions que le gouvernement Legault doit prendre, ben c'est sûr que ce sont parfois des décisions très impopulaires, mais il faut toujours se rappeler que s'il prend des décisions impopulaires, c'est certainement à contre-courant de sa propre volonté, parce que c'est sûr que le gouvernement Legault, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'aux prochaines élections, il soit réélu, tu comprends? Et là, toute la cote de popularité qu'il avait au moment de son élection, ben on la voit d'une certaine façon mise à mal un peu par des décisions qu'il prend. Certains sont d'accord avec lui, d'autres ne le sont pas, mais il doit réagir en fonction de cette crise sanitaire qui est à l'échelle mondiale. Parfait. Maintenant, on prend notre café ou encore notre petite Coors Light et on parle des fantômes du vol 401. Oui, ce sera notre sujet de l'émission de ce soir. À plusieurs reprises, des gens m'ont écrit au sujet de cette histoire du fantôme, le fantôme ou les fantômes du vol 401, c'est ça long. Et c'est une histoire que je connais bien parce que j'avais enquêté sur cette histoire-là. J'avais réalisé un topo pour la série Dossier Mystère. J'avais rencontré, tout ça commence par l'écrasement d'un Lockheed L-10-11 Tristar en 1972. Hein. C'était le 29 décembre 1972. Donc, l'appareil s'est écrasé dans les marécages, les Everglades en Floride. Et à partir de là, donc, je vais raconter un peu l'histoire, comment tout s'est apparu. Mais c'est probablement l'une des grandes histoires de fantômes du 20e siècle. Et beaucoup de gens m'avaient questionné à ce sujet-là. Vous en pensez quoi? Et quand j'avais fait mon reportage à Dossier Mystère, reportage d'ailleurs, Yannick, a une curiosité qui n'a jamais été diffusée. On avait fait le reportage, je te raconte l'anecdote rapidement. Pour pouvoir tourner cette histoire du vol 401, on avait donc fait les entrevues. J'avais rencontré des survivants de cet écrasement de 1972. J'avais rencontré des gens qui avaient travaillé à la Eastern Airlines à l'époque. Et au moment de tourner le reportage, puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent, je sais qu'il y avait des participants, des figurants qui venaient de Québec. Je pense notamment à un type qui s'appelle Jean Morissette, qui est très impliqué dans les histoires d'OVNI dans la région de Québec. Donc Jean Morissette était l'un des figurants sur cette reconstitution-là. On s'était tous retrouvés à Ottawa, au Musée de l'Air à Ottawa. Et pour les besoins, parce qu'on avait besoin d'un vieil appareil, un vieil avion pour pouvoir tourner à l'intérieur, et on avait choisi un appareil, je pense que c'était un DC-9 ou quelque chose comme ça, qui est quand même beaucoup plus petit que l'était le Lockheed L-10-11. Hein. Pour les gens qui connaissent pas très bien le domaine de l'aviation, il faut se rappeler que le Lockheed L-10-11, qui était un appareil excessivement populaire à la fin des années 60 et dans les années 70, c'était un peu chez Lockheed le concurrent du Boeing 747 de chez Boeing. Tu comprends? C'était un très gros avion, là. Il n'y avait pas 2 étages comme l'avait le Boeing, là, parce que quand le Boeing 747, il est très distinctif parce qu'il a cette espèce de bulle sur le nez, là, tu sais, donc une espèce de bosse d'un renflement quand on arrive près du cockpit, qui est marqué par un deuxième étage, qui était principalement un salon avec le poste de pilotage. Le Lockheed L-10-11 n'avait pas ça, mais c'est un appareil de très grande capacité, qui est très excessivement sécuritaire, qui avait une très, très bonne feuille de route. Et nous, donc, pour tourner, on se rend au musée à Ottawa, et écoute, on choisit un DC-9, je crois qu'il est un appareil beaucoup plus petit. Mais une fois rendu dans l'appareil, on constate qu'il n'y a absolument aucun système d'électricité qui permet d'éclairer l'intérieur de l'avion. Donc, on doit essayer d'organiser ça. On a essayé du mieux que l'on pouvait, mais finalement, le résultat était loin d'être à l'égal de nos attentes. Donc, cet épisode-là n'a jamais, ce segment-là consacré au vol 401 n'a jamais été diffusé. Il y avait 176 personnes à bord, il y a eu 101 décès?
Oui, 101 décès. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'encore cette semaine, au moment où je préparais cette capsule-là, il y a quelqu'un, un ami à qui je parlais de ça, qui me renvoie à un site Internet où il y avait une espèce de capsule qui parlait du vol 401. Et en commençant, le narrateur dit « Ah, le vol 401 s'écrase le 29 décembre 1972. Tous les gens à bord sont morts. » Non, pas du tout. Là, il suffit de consulter les archives pour voir que c'est pas du tout le cas. Puis d'ailleurs, parmi les passagers, il y a, tu l'as mentionné, il y a 101 décès, à peu près 80 survivants. Puis sur les gens qui ont survécu, il y en avait à peu près la moitié là-dedans qui n'avaient que des blessures mineures. Donc, mais c'était, il faut quand même le dire, à l'époque, au moment où le Lockheed L-10 s'écrase, c'est aux États-Unis, c'est la plus grosse catastrophe aérienne du genre à se produire. Et ce qui est un peu stupide, c'est que cet écrasement-là, crois-le ou non, est dû à une ampoule électrique qui coûtait 12 $. Donc, au moment où l'appareil va s'écraser, l'appareil est en approche de l'aéroport de Miami. On est le soir du 29 décembre. Je ne vais pas tout raconter l'histoire, mais quand même, petite anecdote. Au moment où l'appareil se prépare à se poser, on déploie le train d'atterrissage. Et là, le voyant qui indique que le train d'atterrissage est sorti est verrouillé. C'est parce que c'est important qu'il soit verrouillé. S'il n'est pas verrouillé, au moment où l'appareil se pose, les roues risquent d'entrer à nouveau dans l'avion. Donc, on entend le déploiement des roues, mais la lumière qui doit indiquer le verrouillage du train avant ne s'allume pas. Alors là, tous les pilotes sont là, ils sont 3 personnes dans le cockpit, donc on regarde la lumière, on tapote dessus, c'est-tu un mauvais contact, défait un peu la vis de la lumière, replace la lumière, ça serait... Et pendant tout ce temps-là, donc bien sûr, on a contacté la tour de contrôle de Miami pour demander d'être mis en attente. Donc l'appareil se met à une altitude et fait des cercles autour de l'aéroport en attendant de redemander une nouvelle autorisation d'atterrissage, le temps de régler ce petit problème technique. Et au moment où tout ça se produit, les pilotes sont là, ils regardent la lumière, puis est-ce que la lumière fonctionne pas? Et puis, à un moment donné, on demande à un des pilotes, en fait, on demande au navigateur de descendre ce qu'on appelait le trou d'enfer, hein, juste derrière le poste de pilotage, là où se trouvent un peu les circuits radio. Derrière ce poste, le siège de l'officier navigant, il y a une trappe qui permettait de descendre dans le nez de l'avion. Donc, on avait comme 3 barreaux, puis une fois que tu te retrouves là-dedans, tu es comme un peu d'un demi-sous-sol. Tu dois marcher un peu plié en deux. Et pourquoi? Parce que si on avançait vers l'avant, là où la roue devait se déployer, le train avant de l'avion, on pouvait voir par une petite fenêtre, on pouvait voir si le train d'atterrissage était entièrement déployé. Donc, il y a l'officier navigant, dénommé Donald Repo, est donc descendu pour aller voir si le train d'atterrissage était déployé. Et pendant ce temps-là, les deux autres pilotes, Bob Bluff et Edward Stockill, eux étaient aux commandes, puis ils continuaient de tapoter sa lumière. Va-tu s'allumer? Va-tu pas s'allumer? Et à l'époque, le pilote automatique fonctionnait exactement comme lorsque tu es dans ta voiture et tu mets le cruise control, hein, la régulation de vitesse. Dès que tu touches au frein, évidemment, le cruise control va se désengager. C'est exactement ce qui se produisait sur les Lockheed L-10-11. On avait mis le pilote automatique, mais il suffisait d'appuyer un peu sur la conduite, le manche à balai, pour que le système se déverrouille. Alors, pendant que les pilotes étaient à regarder la lumière, au début, ils ont pris une altitude, je ne me rappelle plus, mais 1200 pieds ou quelque chose comme ça. Ils se sont mis en pilotage automatique. Et puis là, ils regardaient la lumière, tapote sa lumière, vas-tu allumer, vas-tu pas allumer? Et finalement, un des pilotes, sans s'en rendre compte, a appuyé trop fort sur le manche à balai. Il a désengagé le pilotage automatique. L'avion commençait à perdre de l'altitude. Mais les gens étaient tellement préoccupés par cette damnée lumière qui coûtait 12 $ et l'enquête va révéler que la lumière était simplement brûlée. Hein, tout fonctionnait parfaitement. C'était que la lumière qui était brûlée. Et puis à un moment donné, Don Repo, qui était dans ce qu'on appelle le trou d'enfer, à un moment donné, il dit tabarnouche, je vois les arbres. Et là, en disant ça, les deux hommes dans le cockpit ont levé les yeux. Et effectivement, l'avion, en désengageant le pilotage automatique, l'avion avait commencé à perdre de l'altitude. Ah, ça n'a pas dû être long. Il était à 2000 pieds. Voilà. Et donc, le temps de réagir, tu comprends, tu tires le manche, mais l'avion ne réagit pas, ça ne réagit pas comme de cette manière-là. Donc, ça a été le crash. Quand même, le commandant de bord avait 30 000 heures de vol. Là. C'était pas, il
Non, il y a le commandant de bord, Bob Loff, c'est lui d'ailleurs qui était tenu responsable. C'est le commandant, donc c'est lui qui était tenu responsable. De quelle façon? On sait que le pilote automatique a été désengagé. On sait que les gens étaient préoccupés parce que les communications étaient enregistrées. Les boîtes noires, on le sait qu'ils étaient préoccupés par cette histoire de lumière. Comment ça s'est désengagé? Est-ce qu'il a appuyé trop fort? Est-ce qu'il a volontairement désengagé? On l'ignore, mais on sait que c'est cette histoire de lumière-là qui a entraîné le crash de l'avion. Et ensuite, je vais le raconter dans la deuxième partie de l'émission, il y a des éléments de ça qui vont donner naissance à une incroyable histoire de fantôme, à laquelle sera mêlé d'une certaine façon notre ami Donald Trump. Ah oui? Parce que la compagnie Eastern Airlines, qui a été la compagnie où l'histoire de fantômes s'est véhiculée, cette compagnie-là a changé de main à plusieurs reprises et quelque part dans les années 80, la Eastern Airlines, devenue simplement la Eastern, elle a été rachetée par Donald Trump. Et elle a perduré, la compagnie est restée en service jusqu'en 1991. Et au moment où on a fermé la compagnie, elle était la propriété de Donald Trump. Donc, d'une certaine façon, involontairement, Donald Trump a été associé à cette histoire des fantômes du vol 401. Mais c'est une grande histoire de fantômes. Et moi, j'ai eu la chance, quand j'ai tourné cette histoire de ce volet pour Dossier Mystère, j'avais eu la chance de rencontrer des gens qui avaient travaillé pour la compagnie, dont une hôtesse qui était à bord du vol 401 quand il s'est écrasé. Donc, elle fait partie des survivantes. Donc, elle me racontait comment ça s'était passé ce soir-là. Puis bon, personne, évidemment, n'avait vu venir ça. Le temps qu'elle me racontait, au dernier moment, elle a entendu les gens à l'intérieur de l'avion qui disaient « on voit le sol », mais le temps que les gens se précipitent pour regarder dans le hublot, elle dit, ça a été un bang épouvantable. Après ça, ça a été l'écrasement de l'avion. Donc, elle a survécu. Elle m'a raconté comment ça s'était passé. Et ensuite, bien sûr, elle m'a parlé de toutes ces histoires de fantômes qui ont circulé à la Eastern Airlines après cet incident-là. Fait que ça, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Donc, retour sur les fantômes du vol 401. Il y a des éléments là-dedans. On va essayer de le faire comme on le fait là, depuis quelques semaines. Donc, présenter cette histoire-là en présentant les éléments pour, en présentant les éléments contre. Moi, je ne prends pas position, là, c'est vrai, pas vrai. Il y a quand même des éléments qu'on doit savoir avant de se prononcer sur l'acuité des faits rapportés. Puis c'est simplement ça qu'on va révéler aux gens, puis les gens feront à la maison le choix qu'ils veulent par rapport à cette incroyable histoire de fantômes qui est celle des fantômes du vol 401. Parfait. Après la pause, Christian, on nous a volé Noël, mais on nous a volé autre chose aussi. Oh, que oui qu'on nous a volé autre chose. Non, on en parle. 18h18, on vient. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. De retour sur les ondes de Radio X. On est vendredi, on est le 4 décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez à passer un beau week-end. On n'a pas eu une semaine facile. Reposez-vous ce week-end, vous le méritez bien. Ce soir, mon cher Christian, on parle maintenant de l'actualité de la semaine avec ce fameux monolithe là, dont tu nous as parlé la semaine dernière. Voilà. Il est disparu. Si tu me posais la question, quel est le sujet qui a fait le buzz cette semaine sur les réseaux sociaux là, lorsqu'on parle de phénomènes insolites et bizarres, c'est cette histoire de monolithe. On en a parlé la semaine dernière. C'est assez amusant parce que au moment où on s'en parlait, il y a des gens qui volaient le monolithe. Hein. Donc je rappelle un peu aux gens cette histoire de monolithe pour ceux qui ignoraient un peu la genèse de l'histoire. C'est le 18 novembre dernier, on a un groupe de gens qui travaillent, ce sont des biologistes qui travaillent pour le département de la sécurité publique de l'Utah. Donc, du haut des airs, dans une région, on est dans le sud-est de l'Utah. C'est une région très désertique, hein, le sol très rouge avec des canyons. D'ailleurs, il faut le dire, on a tourné de très nombreux films, genre Dernier survivant sur Mars. On a tourné ça dans des régions comme celle-là parce que le décor est très martien. Comme c'est un endroit très isolé, le département de la sécurité publique utilise donc des biologistes pour survoler la région et faire le décompte des animaux, des cheptels d'animaux, et en particulier des mouflons, hein, ces espèces de chèvres de montagne avec les cornes un peu en spirale. Et c'est durant donc une de ces opérations, le 18 novembre dernier, que les gens à bord de l'hélicoptère ont observé cette espèce de reflet dans le désert. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On se pose, on s'approche, et là, ce que l'on voit, c'est ce qui sera surnommé le monolithe. Hein. C'est une pièce de... En fait,
Puis d'ailleurs, le mot monolithe est mal interprété ici, parce que monolithe signifie d'un seul bloc, alors que l'objet observé, c'est pas ça du tout. C'est 3 plaques qui sont en acier inoxydable, qui font à peu près là, 3 mètres de haut par à peu près 60 cm de large. Donc, mettons 10-12 pieds de haut par à peu près 2 pieds de large. Et ces 3 pièces, ces 3 panneaux d'acier inoxydable sont rivetés entre eux, sont placés en forme de prise et elles sont rivetées, boulonnées entre elles. Donc, c'est pas un monolithe, là, ce sont des pièces de métal qui sont, comme je l'ai mentionné, là, rivetées entre elles. La pièce est placée au milieu d'un petit canyon qui est difficile d'accès, qui est éloigné de toute agglomération, toute habitation. Il y a quand même une route qui passe à peu près, entendons-nous, un chemin qui passe à peu près à 500 mètres de cet endroit-là, qui est l'accès le plus rapide, mais ça reste une petite route très isolée, mais on est loin des grands centres et des grandes agglomérations. Donc, les gens vont descendre, les gens d'hélicoptère vont prendre des photographies, des films de ça. Ça se retrouve sur le site Internet du département de la sécurité publique de l'Utah, qui ne donne pas l'endroit où se trouve le fameux monolithe parce que, comme je l'ai mentionné, c'est un lieu qui est difficile d'accès et on craint que les gens s'y rendent et se perdent ou que les gens s'y rendent et se blessent parce que on est quand même au centre d'un espèce de petit canyon. Néanmoins, il faut comprendre que des gens qui font par exemple de la randonnée dans le désert reconnaissent l'endroit à partir des photos et des films qui ont été montrés et très rapidement, en utilisant des moteurs de recherche comme Google Earth ou Google Maps, on retrouve l'endroit où se trouve le monolithe et les gens vont se rendre là. Donc à partir du moment où l'annonce a été faite de la découverte du monolithe, plusieurs groupes de gens se sont rendus sur place, se sont filmés, photographiés aux côtés du monolithe. Encore une fois, je le dis, le monolithe est improprement utilisé comme mot ici. Et ce qu'on a constaté de plus près, c'est que l'objet en question, il y avait des stries dans la pierre, l'objet avait été déposé là et il était solidement maintenu en place par un joint en silicone. Et vendredi dernier, donc quand on parlait de ça, parce que bon, bien sûr, tout le monde se pose la question, qui a fait ça, pourquoi? Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, on savait à partir des images et des photographies de Google Earth et Google Maps, on pouvait déterminer que l'objet avait été placé, parce qu'on sait qu'on a des photographies qui sont prises à différents intervalles, donc on peut essayer de déterminer à quel moment le monolithe avait été placé là, et on sait qu'il est apparu quelque part à partir du moment où on avait les images de Google, on savait que le monolithe était apparu quelque part entre août 2015 et octobre 2016. Aujourd'hui, on en sait un peu plus là-dessus parce qu'on le sait, il y a des compagnies qui utilisent de l'imagerie, qui offrent des services d'imagerie par satellite. Et là, on peut être plus précis. On sait que le monolithe en question a été mis en place entre le 7 juillet 2016 et le 21 octobre 2016. Donc, principalement durant l'été 2016. On ignore qui l'a mis là. Il n'y avait pas d'inscription. Certains ont associé ça à un artiste qui s'appelle John McCracken. Le problème, c'est que John McCracken est décédé en 2011, alors qu'on sait que le monolithe a été mis en place en 2016. Quel que soit le nom de l'artiste derrière l'œuvre, s'il s'agit bien d'une œuvre et quel a été son objectif, on l'ignore, mais on sait que l'objet était là depuis 2016 et donc il attendait d'être découvert, ce qui s'est produit lorsque ces employés du département de la sécurité publique l'ont découvert. Donc à partir de là, des gens se rendent sur place. Et on se prend en photo, et tout ça, c'est merveilleux. Mais vendredi soir dernier, au moment où nous, on en parlait sur les ondes, donc on racontait un peu l'histoire de comment le monolithe a été découvert, vendredi soir dernier, un groupe de gens s'est rendu sur place et ils ont enlevé le monolithe. Ils l'ont littéralement défait du socle où il se trouvait. D'ailleurs, le lendemain, on a retrouvé une petite pièce rectangulaire en métal qui était restée à l'endroit où le monolithe était. Et ces gens-là, donc, sont arrivés avec un camion de style pick-up. Ils ont mis le monolithe, ils l'ont déraciné, comme je l'ai mentionné, ils l'ont mis dans le camion, puis ils sont partis avec. Donc, on peut se demander quelle était leur motivation. On sait que quelques heures après, ils ont fait un communiqué en disant que pourquoi ils avaient enlevé le monolithe et leurs préoccupations, semble-t-il, étaient essentiellement des préoccupations environnementales. Donc, à partir du moment où le monolithe a été découvert, c'est vrai que plein de gens se sont rendus sur place, ils se sont pris en photo, et déjà, après ces quelques jours seulement, on commençait à trouver des sacs de chips, des canettes de bière, tu vois le genre un peu. Et ces gens-là, ils se présentent un peu comme des amoureux de la nature. C'est vrai que cet endroit-là est très, très sauvage, et pour éviter ce tourisme indésirable, ils ont préféré enlever le monolithe
pour que cessent ces activités-là dans l'endroit, parce qu'on veut garder l'endroit très précis, très intact, très vierge de population ou de visite. Donc, c'est pour ça qu'ils, disent-ils, ils ont enlevé le monolithe. Ce qui est surprenant, c'est qu'au moment où tout ça se passe, donc on trouve le monolithe, on enlève le monolithe visiblement pour des préoccupations d'ordre environnemental, mais en même temps, la semaine dernière, soit le 26 novembre, un autre monolithe encore une fois utilisé improprement parce que tu vas le voir, ça se passe en Roumanie cette fois, on est près d'un petit village qui s'appelle Pietra Neamț, ça se trouve là, je te dirais grosso modo, on est dans le nord-est de la Roumanie et donc sur une colline apparaît une autre pièce, une œuvre artistique, encore une fois, composée de 3 panneaux d'acier qui sont riftés, même soudés entre eux. Quoique cette nouvelle version, elle est un peu plus rustique, je te dirais, là, parce qu'on voyait très clairement, c'était moins raffiné la façon dont les soudures avaient été faites, comment les boulons étaient mis là. Mais donc, l'objet était là et il est resté là pendant 48 heures. Il était sur un terrain privé. Il avait à peu près les mêmes, il était un petit peu plus haut que celui qu'on avait trouvé dans l'Utah. Lui, il faisait peut-être 3,50 m, 4 mètres de haut, mais il est resté là pendant 48 heures et puis il est disparu. Donc, il est disparu, on suppose, dans la soirée du 29 novembre dernier. Donc, qui est l'artiste qui a placé ça là? Est-ce qu'il a voulu un peu faire un clin d'œil au monolithe qu'on avait trouvé dans l'Utah quelques jours plus tôt? Bref, le monolithe a été mis en place probablement dans la soirée du 26 novembre pour être retiré le 29 novembre. Et là, même si l'œuvre était quand même plus artisanale que celle qu'on avait trouvée dans l'Utah, le nom de l'artiste et ses motivations restent pour le moment obscurs. Et crois-le ou non, au moment où on se parle, un nouveau monolithe, un 3e monolithe apparemment, vient d'être rapporté, mais cette fois en Californie. Donc, on est là dans une petite colline qui est située là, quelque part entre Los Angeles et San Francisco. Et donc, on arrive avec un 3e monolithe qu'on trouve sur cette montagne, tout près du petit village de la ville d'Atascadero. J'ai un peu de la difficulté à dire ça. Donc, on trouve là aussi, il s'agit d'une œuvre très artisanale et même les autorités ont mentionné que l'objet n'est même pas scellé dans le sol. C'est vraiment une espèce de 3 panneaux d'acier riftés entre eux, placés là, mais comme l'objet est creux et comme il n'est pas maintenu au sol par quelques joints ou fixations particulières, bien évidemment, il risque de tomber au moindre coup de vent. Donc, mais au moment où on se parle, ce monolithe, le 3e, est en place. Donc, visiblement, puis ici, on n'est pas en présence d'extraterrestres ou rien de ça. Et c'est peut-être un peu ça qui fait que l'histoire s'alimente d'elle-même. C'est qu'on associe ce monolithe au monolithe que l'on voit dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, donc le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick qui date quand même de 1968. Et dans le film, l'apparition de monolithes marquait une étape importante dans l'évolution humaine. Donc là, évidemment, tu comprends que les amateurs de mystère associent l'apparition de ces fameux monolithes en acier inoxydable au monolithe du film de Stanley Kubrick. Mais bon, d'abord, le film de Kubrick n'est qu'un film. L'intelligence n'est pas née par la présence de monolithes. Et qui plus est, les objets dont on parle ici ne sont pas des objets de nature extraterrestre ou quoi que ce soit. C'est, disons-le, c'est 3 panneaux d'acier inoxydable riftés entre eux. C'est rien de plus que ça. Christian, oui. Bonjour, c'est Richard. Est-ce que ces monolithes-là indiqueraient une galaxie perdue quelque part dans l'espace? C'est l'œuvre des extraterrestres. donc, c'est un peu ça. Donc, c'est sûr que ça fait fantasmer. Puis moi, je trouve que c'est un peu amusant parce que, bon, avec tout ce qui se passe, le COVID, la morosité, mais ça mettait un petit brin de mystère. Donc, l'apparition de ces fameux monolithes qui sont définitivement des œuvres artistiques. Maintenant, les motivations des artistes, je pense que on veut susciter la curiosité. Ça fait beaucoup jaser. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand mystère là-dedans, si ce n'est que quelle est la motivation des artistes de créer ces œuvres-là. Bon, Richard est parti. On parle maintenant toujours d'actualité. Et si nous étions seuls?
Ah, ça, c'est amusant parce qu'on en avait déjà parlé à quelques reprises. On a évoqué les recherches qui avaient été menées par différentes organisations, différents groupes de chercheurs qui évoquaient le nombre d'étoiles qui étaient semblables à notre Soleil, le nombre de planètes qui pouvaient se trouver dans les zones de vie. Donc, une zone, parce que si on considère que la vie dans l'espace ou ailleurs dans l'univers doit ressembler à la vie qui est sur Terre, en tout cas basée sur les mêmes principes, principe du carbone, là, la vie carbonique. Donc, on se dit, il doit y avoir de l'eau à l'état liquide, donc il faut une planète qui soit pas trop proche de son soleil ou de son étoile pour que l'eau se transforme en vapeur et pas non plus trop éloignée pour que l'eau se transforme en glace. Donc, il faut de l'eau à l'état liquide qui est la condition numéro 1 pour qu'il y ait l'apparition de formes de vie. Ça, on en a souvent parlé. Encore récemment, on se disait, au cours de l'été, une étude avait été menée qui disait qu'il y avait peut-être 36, rien que dans notre Voie lactée, on estimait peut-être à 36 le nombre de planètes qui pouvait peut-être y avoir des civilisations qui avaient pu se développer, etc., où on estime à coup de milliards le nombre de planètes dans l'univers qui pourraient se trouver dans des zones de vie, donc propices à l'apparition de la vie. Mais la grande problématique à tout ça, c'est même si on se dit, OK, la vie doit exister ailleurs dans l'univers, elle doit pulluler, l'une des grandes questions à laquelle on n'avait pas de réponse, et ça on l'a même évoqué ensemble, c'est quelles sont les prémices qui font que l'intelligence apparaît. On le sait, donc la vie semble être un processus naturel. Si tu as les bonnes conditions, tu as, disons, la soupe originale qui est bonne, ben éventuellement la vie va apparaître, il va y avoir des acides aminés qui sont les premières briques de la vie va apparaître, va évoluer, va se développer. Mais qu'est-ce qui va faire que de cette vie qui va évoluer, il va y avoir de l'intelligence qui va apparaître. Et ça, on n'a pas beaucoup, on a un seul modèle, puis c'est le modèle de la Terre. Hein, c'est la seule forme de vie que l'on connaît, même si on est enthousiaste, optimiste à l'idée de trouver d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Pour l'instant, la seule forme de vie qu'on n'a jamais observée, c'est la vie qui est sur la Terre. Et le seul modèle, quant à son évolution, c'est celui que l'on a ici. Et notre problématique, lorsque l'on regarde la vie ailleurs dans l'univers, on a une tendance à trop s'arrêter au fait qu'on se dit, voilà, on a un soleil qui est propice, qui ressemble à notre soleil, donc qui est relativement stable, et on a des planètes qui sont dans une bonne zone, hein, ce qu'on appelle la zone de vie, pour que la vie apparaisse. Mais il faut en réalité un élément plus important que ça, ou un élément, peut-être pas plus important, mais à tout le moins, il faut un autre élément dans l'équation pour qu'on puisse jauger de façon objective l'évolution de la vie dans l'univers. Et cet élément dans l'équation, c'est la stabilité du Soleil. On a une à penser que tout ça reste statique. Hein? Le Soleil va être statique, puis la planète, elle va être statique, puis là, la vie va apparaître. Mais ce n'est pas vrai. Hein? Lorsque la Terre s'est formée, il y a à peu près 4 milliards et demi d'années, il a quand même fallu au début, là, la Terre est une espèce de magma là, instable, et ça va prendre à peu près 1 milliard d'années avant que les conditions soient propices à la vie, qu'on voit apparaître les premières formes de vie. Et au moment où on se parle, là on le sait, il y a notre civilisation qui occupe la place, mais à peu près dans 1 milliard d'années, ça sera plus bon. Hein? Le Soleil va augmenter, sa chaleur va augmenter, son rayonnement, tous ces rayonnements, gamma, rayon X, etc., va augmenter et la vie sur Terre ne sera plus possible. Donc, tu comprends, il y a comme une échelle, c'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois un Soleil stable, une planète stable, mais il faut également que tous ces éléments-là demeurent stables suffisamment longtemps pour pouvoir permettre à cette vie d'apparaître et d'évoluer. Et ensuite, l'évolution elle-même, elle est née ou elle est conséquente de toute une série d'éléments un peu hasardeux qui va faire que telle forme de vie va passer de A à B, de B à C, que l'évolution va pouvoir se produire. Et ça, souvent, c'est des accidents de la nature qui ont fait que la vie est apparue sur la Terre. Bref, tout ça pour te dire, Yannick, que des scientifiques de l'Université d'Oxford se sont penchés sur ces éléments-là et ont considéré tous ces éléments on a tendance à ignorer dans l'équation, c'est-à-dire, c'est beau qu'on a des planètes ou des étoiles dans l'univers qui ressemblent à notre Soleil, des planètes qui ressemblent à la Terre, mais combien de ces soleils, combien de ces planètes sont demeurées suffisamment stables pour avoir des civilisations? Et là, on parle bien de civilisations intelligentes, pas simplement de la vie micro-organique ou des plantes, on parle vraiment d'une civilisation. Et malheureusement, si on tient compte de tout ça, les scientifiques de l'Université d'Oxford disent qu'on est peut-être tout seul, finalement. Donc, on a beau multiplier par des centaines de milliards
il faut que, pour que tous ces éléments-là soient relativement stables, que la vie apparaisse, que les hasards qui se sont produits sur Terre, qui ont amené les formes de vie à évoluer vers des formes de vie intelligentes, tous ces éléments-là sont tellement accidentels, tellement aléatoires, que d'imaginer que ces mêmes hasards, que ces mêmes conditions-là ont pu se reproduire dans l'univers ailleurs, c'est infinitésimal. Donc, au moment où on se parle, Yannick, on est peut-être la civilisation la plus avancée qui existe dans l'univers. Ça s'est peut-être déjà produit avant. Peut-être ça se produira aussi après nous, donc ailleurs dans l'univers, mais après nous. Mais au moment où on se parle, si nous ne sommes pas seuls, dans le sens où si nous ne sommes pas la seule civilisation du cosmos, il faut quand même être excessivement pessimiste à l'idée que d'autres civilisations puissent exister dans l'univers. Pas des formes de vie. La vie, elle semble pulluler de façon assez spontanée dans l'univers. Mais que des formes de vie intelligentes qui atteignent des niveaux de civilisation à peu près identiques aux nôtres, ça c'est excessivement improbable. Parfait. Donc, mais ce que je voulais dire aussi, Yannick, il faut quand même retenir que c'est quand même un peu amusant parce que on regarde au cours des dernières années, on a vu plein d'études semblables passer. Et ces études-là semblent se contredire les unes et les autres. C'est une étude, celle que je mentionnais cet été, elle disait il y aurait peut-être 36 civilisations dans notre Voie lactée. Et voilà que la nouvelle étude des scientifiques d'Oxford dit finalement, il n'y en a peut-être pas du tout. Fait que, en fonction de si tu es optimiste ou pessimiste, tu peux choisir l'étude que tu veux parce que la grande équation, le grand élément, le grand X dans l'équation, c'est comment la vie intelligente apparaît. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'idées parce qu'on a seulement notre civilisation pour nous appuyer dessus. Donc, tu comprends qu'on est ici dans une espèce d'une inconnue, un élément dans l'équation qui est une notion inconnue, et on n'a pas d'autre moyen de la vérifier, si ce n'est que des éléments hautement spéculatifs. Denis, par texto, Christian, est-ce que tu peux nous dire qui nous a créés en te rappelant qu'on finit à 20h ce soir? Qui nous a créé? L'évolution. Hein? Je veux dire, moi, je suis un évolutionniste. Hein? Je crois plutôt à cette théorie-là. En fait, on dit théorie, puis même aujourd'hui, les scientifiques ont tendance à dire que ce n'est pas une théorie. Hein? L'évolution, c'est pas une théorie, c'est un fait. Et donc, moi, je pense qu'on vient tous éventuellement de petits microbes qui ont évolué pour on est ce que l'on est aujourd'hui. Parfait. Maintenant, qui a créé l'évolution? Ah, ça, qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule, hein? Tu sais, on le sait pas. D'ailleurs, c'est un peu la question, tu sais, qu'y avait-il avant le Big Bang, tu sais? C'est-à-dire, le Big Bang crée le vide, mais cette énergie-là, elle vient d'où? Puis là, bon, on en a souvent parlé, hein? Il y a des scientifiques maintenant qui émettent l'hypothèse qu'on serait peut-être qu'un Big Bang parmi d'autres Big Bang, là, tu sais, donc une succession de... Il y a aussi d'autres histoires qui sont fascinantes, hein? Il y a la recherche dans ce domaine-là, elle est très, très... on est à des balbutiements, là, tu sais, on se dit, bon, OK, sur Mars, par exemple, on le voit, il n'y a pas de civilisation, il n'y a rien sur Mars. Mais il y a des scientifiques qui ont émis l'hypothèse, combien de temps ça prendrait une civilisation pour disparaître complètement? Fait qu'imaginons là, que la vie sur Mars soit apparue, peut-être pas arriver jusqu'à une civilisation comme la nôtre, mais imaginons que la vie soit apparue sur Mars à peu près en même temps que la vie est apparue sur la Terre, à une époque où le cosmos était plus... Cette région-là de notre système solaire était plus chaude, puis que Mars avait une atmosphère qui était plus dense. Ben, imaginons que la vie soit apparue sur Mars. Ben, il aurait pu y avoir, par exemple, des animaux, toutes sortes de trucs qui auraient pu exister sur Mars, mais éventuellement, à partir du moment où il y aurait une extinction, combien de temps ça prendrait pour que toutes les traces de l'extinction disparaissent? Et les scientifiques disent, généralement, là, 500 millions d'années, là, tout est disparu. Donc, c'est pas vraisemblable, mais c'est pas impossible d'imaginer qu'il aurait pu y avoir, par exemple, sur Vénus ou sur Mars, une vie excessivement active, une vie excessivement diversifiée, et que ces formes de vie-là soient disparues, et qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes là à regarder ces mondes étrangers, on ne voit rien parce qu'ils sont disparus depuis tellement longtemps que toutes les traces fossiles ne sont plus visibles. C'est fantastique de penser à ça. Effectivement, puis on s'y perd, puis tellement qu'on s'y perd, on se dit en même temps à quel point on est petit. Oui.
L'humain est capable de grandes choses, mais quand on regarde l'espace, quand on l'étudie un peu plus, on se dit, mais nous sommes plus petits qu'un microbe en bout de ligne. Oui, puis il faut quand même se rappeler aussi, Yannick, que notre vision, nos connaissances de l'espace, elles sont relativement récentes. Hein? Jusque, nos premiers pas dans l'espace, là, c'est 1957 avec le lancement du premier satellite artificiel qui est Sputnik 1. Hein? On est en octobre, à l'automne, je pense que c'est le 4 octobre 1957, Sputnik 1. Et donc, à partir de là, c'est notre premier pas dans l'espace. Donc, nos connaissances de l'univers, là, à l'échelle de l'univers lui-même, effectivement, elles sont à leur balbutiement. Là. Quelle sera la connaissance humaine de l'univers dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans, alors que nous, on vient juste à peine de faire un pas en dehors de notre cours. T'sais. On est allé sur la Lune, puis on a de la misère à y retourner. Puis là, Elon Musk nous annonce que peut-être d'ici 4 ou 6 ans, lui pense être capable d'envoyer des hommes sur Mars. Mais Mars, c'est la porte d'à côté. Là. C'est la planète la plus proche de la Terre. Donc, on est vraiment à l'aube d'une ère nouvelle. L'ère de la conquête de l'espace, mais vraiment en s'en allant vers d'autres mondes avec des visions plus étendues de ce à quoi ressemble notre monde. T'sais. Le 25 décembre, on célèbre la naissance de Jésus de Nazareth. Oui. Ben ça, il y a une nouvelle cette semaine qui est passée, puis elle est amusante parce que, rappelle-toi, il y a 2 ans, on a fait une émission sur le Jésus historique. C'était pas une très bonne idée qu'on fasse un truc là-dessus, mais bon, j'en garde pas une bonne expérience. Puis on avait fait une émission donc sur le Jésus historique, et comme on le sait, et comme qui était dit d'ailleurs dans l'émission, il n'y a pas une certitude sur l'existence d'un Jésus historique. Hein? C'est-à-dire que c'est sûr que ça demeure l'hypothèse dominante. On le dit bien, l'hypothèse dominante. Donc, les historiens, les archéologues croient qu'il y a eu, il y a 2000 ans, un personnage, une espèce de rabbin qui a suscité énormément d'intérêt par son discours, par ses actions dans la région de Jérusalem et qui est probablement mort, exécuté par les Romains, là, parce que c'était l'occupation romaine. Mais cette vision-là, hein, c'est peut-être... Évidemment, on comprend bien que ce Jésus historique, il peut être très éloigné du Jésus des évangiles. Là. Mais ce Jésus-là, ben, la plupart des historiens, des archéologues croient que c'est une réalité. Mais on le sait, il n'y a pas unanimité. Il y a des archéologues, des historiens qui sont dissidents et qui croient que ce Jésus-là n'a jamais existé et que finalement, il serait une espèce de création populaire de cette époque pour essayer de combattre un peu l'idéologie romaine. Mais je ne veux pas entrer dans ce détail-là. On a déjà abordé cette question-là. Cette semaine, j'ai vu passer une nouvelle, puis je trouvais ça amusant. C'est alors qu'on débat toujours sur l'historicité de Jésus. Ben voilà qu'il y a un scientifique, un professeur d'archéologie et d'histoire à l'université Reading, au Royaume-Uni, qui s'appelle Ken Dark, qui a mené donc depuis, grosso modo, depuis 2006, il mène des recherches archéologiques, fait des fouilles archéologiques à Jérusalem, oui. Oui, c'est ça. Non, à Bethléem, pardon. Et à Nazareth. Et il mène des recherches donc sous un endroit qui s'appelle le couvent des Sœurs de Nazareth. Et parce que, bon, selon l'histoire, Jésus naît à Bethléem, il a grandi à Nazareth et il sera exécuté à Jérusalem. Et sous ce couvent des Sœurs de Nazareth, la tradition religieuse voudrait que la maison de Jésus ait été à cet endroit-là. Donc, depuis 2000 ans à peu près, là, toutes les constructions qui ont été mises en place, et là, aujourd'hui, c'est le couvent des Sœurs de Nazareth, par tradition, on dit c'est à cet endroit-là que se trouvait autrefois la maison de Jésus. On n'a pas un document historique à ce sujet-là, on n'a pas un plan de la ville qui dit « Ah, là, c'était la maison de Jésus », mais la tradition orale, depuis 2000 ans, nous dit « Voilà, c'est à cet endroit-là que se trouvait la maison de Jésus ». Et voilà que ce scientifique qui mène des recherches sur place, donc depuis 2006, a mis à jour, effectivement, sous le couvent des Sœurs de Nazareth, un ensemble de constructions qui sont visiblement les premières habitations qui datent du 1er siècle, donc qui datent de l'époque de Jésus. Il a mis à jour donc une série d'habitations. Et une des habitations, on retrouve dans sa construction des éléments de maçonnerie et des éléments des charpentes en bois qui sont excessivement bien construites, bien assemblées,
l'Assemblée et qui montre bien que une de ces maisons-là semblait être la maison d'un artisan local, un bon menuisier, un bon charpentier. Et on le sait dans les évangiles, le père de Jésus, Joseph, était un charpentier. Donc, il émet l'hypothèse, ici, cette maison, découverte sous le couvent des Sœurs de Nazareth, était la maison de Joseph ou la maison où aurait grandi Jésus. Donc, c'est amusant. Lui-même, d'ailleurs, le professeur Ken Dark reconnaît qu'il n'y a pas grand-chose pour appuyer ça, si ce n'est que la structure de cette maison-là se distingue des autres, des voisines, à cause justement des travails de charpente qui sont un peu plus étoffés. Mais en dehors de ce constat-là, il n'y a pas d'élément qui permet de dire « Ah, voilà, c'était la maison de Jésus », si ce n'est aussi, bien sûr, cette tradition orale qui voudrait que ce soit l'endroit où était construite autrefois la maison de Jésus. Mais je trouvais ça amusant, à l'approche de Noël, comme ça, que des recherches archéologiques semblent dire « Ah, voilà, on a peut-être trouvé la maison de Jésus ». C'est en 2016, de mémoire, que la tombe de Jésus avait été ouverte à Jérusalem. Est-ce qu'on en sait plus? Ah, ça, c'est une fraude. C'était une fraude? Ah, oui, c'est ce qu'on appelle, en fait, le tombeau de Talpiot. Oui. Ce tombeau de Talpiot, là, tu sais, il a été découvert, il y a, de mémoire, là, je pense que c'est dans les années 80. On avait trouvé, puis Talpiot, c'est une banlieue de Jérusalem. Et là, donc, on trouve, au moment où on se prépare à construire, là, je te dis tout ça de mémoire, là, fait que les gens qui nous écoutent, là, c'est sûr que je leur demande de faire grâce si je me trompe un peu sur les dates, mais donc, on est au milieu des années 80. Ouais. Talpiot, c'est en banlieue de Jérusalem. Et là, voilà, on veut construire un quartier avec des grands édifices à logement. Et dès les premiers coups de pelle, donc les gens qui travaillent là les découvrent, en fait, on ouvre, la terre s'effondre, et là on découvre un tombeau juif du 1er siècle. Et là, donc, on entre dans le tombeau et dans la tradition juive fait qu'on plaçait les corps il y a des espèces, on creusait dans les murs des petites alvéoles. Les corps étaient placés là pendant une année à peu près. Et une fois que le corps était complètement décomposé, on récupérait les os et les os étaient mis dans des petites boîtes, des ossuaires. On plaçait les os dans la boîte et les boîtes étaient remises un peu dans ces, on appelle ça des loculi, là, les fameuses alvéoles qui sont dans le mur. Et là, voilà que, bon, c'est sûr qu'à l'époque, dès qu'on a trouvé la tombe de Talpiot, on a regardé ça, puis on a trouvé, bon, il y avait peut-être une dizaine d'ossuaires, et sur les ossuaires, il y en avait quelques-uns qui portaient des noms. Les autres étaient anonymes, mais il y en a un, par exemple, qui était Jésus, fils de Joseph. Il y en a un autre qui était marqué Marie. Un autre qui était marqué Judas, fils de Jésus, un truc comme ça. Donc, tu comprends, même les gens, les archéologues, quand on a trouvé le tombeau, puis on a appelé les archéologues israéliens sont arrivés sur place, bien sûr, les archéologues, ils ont trouvé ça les a amusés, parce qu'il y a beaucoup de noms là-dedans qui sont des noms qu'on retrouve dans les évangiles. Ouais. Mais il faut quand même savoir que le nom de Jésus, là, hein, c'était courant. C'était courant, là. Tu sais, t'allais au marché, là, t'allais dire, hey, Jésus, il y a 20 personnes qui se seraient retournées, là. Tu sais, là, Marie, c'est pareil, Joseph aussi, ce sont des noms qui sont excessivement répandus. Donc, on a replacé tout ça, on a tout remis ça en place. Les ossuaires ont été retirés du tombeau et ensuite on a refermé ça et les édifices ont été construits autour. Moi, quand j'ai fait à la recherche des reliques saintes, je suis allé à la tombe de Talpiot. Donc, on a vu la dalle, tout ça, parce que en tradition, lorsqu'on trouve une tombe juive, il faut qu'il y ait une espèce de passage vers l'extérieur pour permettre, entre guillemets, aux âmes de pouvoir quitter le tombeau. Bon, à ce moment-là, on a scellé une dalle par-dessus le tombeau qui donne un peu une ouverture. Il y a comme une espèce de cheminée qui permet aux âmes de passer de la terre à l'au-delà. Et les édifices sont construits autour. Mais la tombe, elle est bien identifiée. Donc, quand tu arrives à Talpiot, il y a comme un petit jardin. Là, tu vois cette immense dalle de pierre. Là, elle est au pied d'un escalier. On descend l'escalier. Puis quand tu arrives au pied de l'escalier, elle est là. Ça, c'est le tombeau de Talpiot, qui est maintenant fermé, condamné. Mais on sait que sous nos pieds, le tombeau est là. Les ossuaires, eux, ont été transférés à Beth Samesh, qui est le dépôt archéologique de ce qui se fait en Israël. Donc, c'est le grand dépôt archéologique et les ossuaires sont là. Et moi, quand je fais à la recherche des reliques saintes, donc je m'en vais là-bas, parce qu'il faut dire qu'au milieu des années 2010, là, comme tu l'as mentionné, 2014, 2015, quelque chose comme ça. 2016. Un dénommé Jacobo Vici
a fait un documentaire, financé d'ailleurs par Cameron, qui est le Terminator et compagnie. Et là, James Cameron, et il nous dit, voilà, j'ai trouvé la tombe de Jésus. C'était ça son discours. Puis là, il nous sort des trucs en disant, la tombe ici, c'est marqué Jésus, fils de Joseph, Marie-Madeleine. Là, il vend l'idée que ça, c'est la tombe de la famille de Jésus. Moi, quand je suis allé à Beth-Shemesh, je les ai eus, ces ossuaires-là, devant moi, puis j'avais les archéologues qui étaient autour de moi. Ces gens-là ont l'impression d'avoir été floués parce qu'ils me racontaient qu'ils avaient reçu Jacobovici sur place. Il lui avait montré justement les ossuaires. Mais ce qu'on retrouve dans le documentaire est une parodie de la vérité. Hein. Les archéologues ont dit à Jacobovici que ces noms-là étaient très répandus. Quand Jacobovici dit il y a une tombe, un tombeau dans lequel il a fait un grattage pour retrouver de l'ADN, puis c'est pas l'ADN de Jésus, mais c'est l'ADN d'un parent de Marie. En tout cas, bref, c'est du n'importe quoi. Et notamment, il dit que l'un des ossuaires porte le nom de Marie-Madeleine, Mariamne, ce qui est tout à fait faux. Il y a une espèce de graffiti sur l'ossuaire qui dit absolument rien. Ça peut être écrit Mariamne comme ça peut être marqué Elvis Presley. Tu choisis ce que tu veux parce que c'est un graffiti. Tu sais, il y a comme... Et les archéologues me disaient que eux ont eu l'impression d'avoir été floués parce qu'ils ont ouvert leur dépôt à Jacobovici. Ouais. Évidemment, c'est une grosse production, James Cameron et compagnie. Ils montent ça avec l'idée qu'on va faire une espèce de reportage tout à fait honnête qui va raconter l'histoire de la découverte du tombeau de Talpiot, qui pendant un moment a suscité de l'intérêt, mais que finalement ça a été très passager, très éphémère. Et là, tout d'un coup, il m'a raconté, il dit, quand on a vu ça à la télé, écoute, on avait vraiment l'impression d'avoir été floué, de s'être fait manipuler dans une espèce d'escroquerie historique ou archéologique. Donc non, le tombeau de Talpiot n'est pas le tombeau de la famille de Jésus. Dommage. Ah, oui, tu as parlé de l'ADN de Jésus. Est-ce qu'on a déjà réussi à savoir quel était son ADN? Il faudrait d'abord avoir la preuve que Jésus existait. Ouais. Mais là, jusqu'à maintenant, dans le tombeau de Talpiot, qu'on sait ne pas être le tombeau, là, il n'y a rien là-dedans. Là où certains ont spéculé qu'on avait peut-être l'ADN de Jésus, ou une partie de son ADN, c'est sur le suaire de Turin, dont on a parlé, parce qu'il y a des traces de sang sur le suaire. On sait que le sang qui est sur le suaire est du sang humain de type B, qui était très répandu dans la région du Moyen-Orient. Donc, mais encore là, il faut faire un exercice intellectuel. Donc, il faut spéculer que le suaire de Turin est authentique, et si le suaire de Turin est authentique, il a bel et bien entouré le corps de Jésus. Donc, tu comprends, il y a beaucoup de si et beaucoup d'acceptation d'a priori. Donc, on n'a pas ça. Donc, pour l'instant, est-ce qu'on a objectivement l'ADN de Jésus? La réponse est non. On n'a même pas la preuve que Jésus a existé de manière historique. Même si c'est une hypothèse qui est dominante, on n'a pas cette preuve historique de manière convaincante. Merci beaucoup de remplir ma boîte de courriel avec ta dernière affirmation. Parfait. 18h56, on revient. Radio X Files. Radio X. Il est 19h. Ce soir, on parle des fantômes du vol 401 avec Christian Page. Oui, donc, comme je l'ai mentionné en début d'émission, c'est sans doute l'une des histoires les plus extraordinaires de fantômes du 20e siècle. Hein. On a même fait un film là-dessus, on a fait des chansons sur le fantôme, les fantômes du vol 401. Alors, j'ai préparé une petite capsule qui dure une quinzaine de minutes, qui résume un peu les faits. Et ensuite, on fera un décantage de l'information. Qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui l'est moins, et d'où vient l'information, qu'est-ce qu'on peut vérifier, qu'est-ce qui n'est pas vérifié ou vérifiable. Donc, sans plus tarder, voici l'histoire du fantôme ou des fantômes du vol 401. Nous sommes quelque part dans le ciel entre Atlanta en Georgie et Miami en Floride, le 19 novembre 1973. Dans le cockpit du TriStar L-10-11, l'équipage est détendu. Miami est encore à 40 minutes de vol. À l'extérieur, la température est agréable et les vents sont légers. Bref, des conditions de vol idéales. L'appareil est en pilotage automatique et les 3 officiers navigants en profitent pour relaxer. Ils parlent de tout et de rien. Soudain, un bruit les fait sursauter.
On dirait un martèlement métallique. Le bruit semble venir du trou d'enfer, un espace situé immédiatement sous le cockpit, juste derrière le train avant de l'avion. Les hommes cessent de parler. Le bruit se répète. Vous avez entendu ça? Demande le commandant Francis Spencer. Oui, c'est curieux, répond le copilote. Le commandant consulte le tableau de bord. Il n'y a aucun voyant d'urgence d'allumé. Les volets du train d'atterrissage sont bien fermés, l'arbre est rentré et la pression hydraulique est normale. Pourrais-tu aller jeter un coup d'œil, John? Demande le pilote en s'adressant à l'officier mécanicien. J'y vais, commandant. L'officier John Walter détache sa ceinture et ouvre l'écoutille menant au trou d'enfer. L'endroit porte bien son nom. C'est un réduit où passent les câbles électriques et les tuyaux du système hydraulique. Il y fait un froid sibérien et tout est noir. Armé d'une lampe de poche, Walter s'y glisse et descend les 3 barreaux de l'échelle. Pas à pas, il s'avance dans l'étroite coursive. Il marche accroupi dans le nez du Tristar. Il inspecte minutieusement les installations, cherche une pièce mobile ou un objet qui pourrait être à l'origine du martèlement. Mais il n'y a rien. Tout est normal. Comme il se retourne pour rebroucher chemin, l'officier se retrouve nez à nez avec un homme portant l'uniforme des employés des Eastern Airlines. Il se tient là, penché au milieu du passage. John Walters le reconnaît aussitôt. Il s'agit de son ami et collègue Donald Ripo. Le problème, c'est que Don Ripo est mort depuis plus d'1 an. Le 29 décembre 1972, le vol 401 des Eastern Airlines, assurant la liaison New York-Miami, vole au-dessus des Everglades. Occupé à vérifier le bon fonctionnement du train d'atterrissage, le commandant Bob Loft, le copilote Albert Stockill et le navigateur Donald Ripo ne se sont pas rendus compte que le pilote automatique a été déconnecté. Erreur ou accident technique, on ne le saura jamais. Toujours est-il qu'à 23h42, l'avion s'écrase dans les marécages proches de Miami. Première catastrophe aérienne de cette importance aux États-Unis, l'explosion au sol du vol 401 est une véritable tragédie. 101 morts, 34 blessés graves, 43 blessés légers. Parmi les victimes se trouvent le commandant Bob Loft, le copilote Albert Stockill et le navigateur Donald Ripo. Les débris de l'appareil, un Tristar L-10-11, sont ramenés aux usines Lockheed pour y être étudiés. L'enquête conclura à une erreur de pilotage. Une fois les investigations terminées, des pièces non endommagées du vol 401 sont recyclées sur d'autres appareils de la compagnie, principalement un Tristar portant le numéro 318. C'est à partir de là que des faits surprenants vont venir hanter les Eastern Airlines. En effet, au cours des mois qui suivent, des membres du personnel volant affectés au Tristar numéro 318 commencent à rapporter d'étranges incidents. Certains ont l'impression d'être épiés ou touchés. D'autres entendent des voix et des murmures. Plusieurs affirment même avoir vu les fantômes du commandant Bob Loft et du second officier Don Ripo. Lors d'une envolée, une passagère se plaint que son voisin, un homme en uniforme, semble malade. Depuis le décollage, explique-t-elle, il n'a rien dit, son teint est livide. Lorsque l'hôtesse s'approche du passager en question, ce dernier disparaît littéralement sous ses yeux et sous les yeux de la passagère qui devient aussitôt hystérique.
Plus tard, l'hôtesse identifiera le passager fantôme à partir d'une photographie du personnel des Eastern Airlines. Il s'agissait de l'officier Don Ripo. Quelques semaines plus tard, alors que le TriStar numéro 318 est en attente de décollage à l'aéroport John F. Kennedy de New York, l'un des vice-présidents des Eastern Airlines se retrouve assis en première classe. Comme l'attente se prolonge, il en profite pour discuter avec un voisin, un homme portant l'uniforme des pilotes de la compagnie. Après quelques minutes, l'homme réalise que son voisin n'est nul autre que le commandant Bob Loft. L'officier disparaît presque aussitôt. À l'automne 1973, toujours à l'aéroport John F. Kennedy, un capitaine des Eastern Airlines et 2 hôtesses, assignés ce jour-là au TriStar numéro 318, se retrouvent nez à nez avec le capitaine Bob Loft. Pendant un instant, ignorant de qui il s'agit, ils s'entretiennent avec lui. Puis, au milieu de la conversation, Loft disparaît sous leurs yeux. Le trio se retrouve dans un tel état de choc que leur vol vers Miami doit être annulé. Le 18 mars 1974, le TriStar numéro 318 est affecté au vol New York-Mexico. Un peu plus de 200 passagers sont à bord. L'hôtesse, Denise Woodruff, se retrouve dans la cuisine de la galerie inférieure. Elle prépare les repas. Soudain, elle pousse un cri, laissant tomber un plateau. Ce qu'elle vient de voir est particulièrement effrayant et incroyable. Sur la vitre du four électrique apparaît un visage, celui d'un homme qui la regarde fixement. Denise Woodruff sort de la cuisine, tremblante d'émotion. Elle reprend son calme et se dit qu'elle a sans doute été victime d'une hallucination. Un visage ne peut pas apparaître sur la vitre d'un four électrique. Elle retourne à la cuisine. Le visage est encore là. Denise court vers la galerie supérieure et supplie une autre hôtesse, Lily Tracy, de venir avec elle. Celle-ci est incrédule. « Tu as rêvé », plaisante-t-elle. Mais quand elle arrive dans la cuisine, elle voit aussi ce visage qui la regarde à travers la vitre du four. Les 2 hôtesses bouleversées appellent le navigateur en secours, Frank Palma. Celui-ci croit d'abord à une plaisanterie. Mais quand il arrive, très sûr de lui, il devient pâle. Non seulement le visage est toujours là, mais il reconnaît les traits. C'est le visage de son vieil ami Don Ripo, le navigateur du vol 401, mort dans l'écrasement du 29 décembre 1972. Denise Woodruff, Lily Tracy et Frank Palma assistent alors à un événement extraordinaire. Le visage s'anime. Don Ripo, mort 15 mois plus tôt, leur parle. « Attention, Frank, le feu. Fais attention, le feu !» dit-il avant de disparaître. Le lendemain, alors qu'il vient à peine de quitter le tarmac de l'aéroport de Mexico City, le TriStar numéro 318 éprouve des ennuis. Son réacteur gauche prend feu. L'appareil doit vite rebrousser chemin. Un atterrissage forcé qui sauvera in extremis la vie des passagers. C'est à cette même époque que 2 des pilotes des Eastern Airlines décident d'organiser une séance spirit pour communiquer avec les officiers disparus. Les 2 hommes, passionnés de parapsychologie, croient que leur démarche permettra de libérer ces âmes errantes. Durant la séance, le commandant Loft et l'officier Ripo sont invités à quitter le plan terrestre. Pendant un temps, les apparitions cessent. Pendant un temps seulement. 2 mois après la séance, le 22 mai 1974, le TriStar numéro 318 s'apprête à décoller. Dans la cabine de première classe, l'hôtesse, Sis Patterson, compte les passagers. Le dernier qui entre porte l'uniforme des commandants de bord des Eastern Airlines. Patterson vérifie. Il n'est pas sur la liste des passagers. « Excusez-moi, commandant, mais votre nom ne figure pas sur ma liste. » Le commandant reste impassible. Il regarde le hublot. Patterson insiste, mais le commandant ne répond pas. L'hôtesse avertit sa collègue, Diane Boas, qui s'adresse à son tour au passager clandestin. Mais celui-ci reste tout aussi silencieux. De plus en plus intrigués, les femmes préviennent le commandant qui arrive aussitôt. Il regarde avec terreur le passager récalcitrant. Ce n'est pas croyable. Cet homme, cet uniforme, c'est son ami Bob Loft.
le commandant du vol 401, mort 17 mois plus tôt. Quand il s'approche de l'apparition, Bob Loft disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. Le 16 juin 1974, une voix annonce dans les haut-parleurs du TriStar numéro 318 l'habituel message demandant aux passagers d'attacher leur ceinture. Mais cette fois, personne n'a pris le micro pour donner cet ordre. La voix est venue d'ailleurs. Le 13 septembre suivant, une hôtesse du TriStar, Doris Elliott, voit un nuage se former dans la cuisine inférieure. Le visage du navigateur Don Repo apparaît de nouveau sur la vitre du four. Ces étranges manifestations trouvent éventuellement écho auprès de la direction des Eastern Airlines. On demande aux employés de cesser de colporter ces rumeurs et surtout de ne pas s'adresser aux membres de la presse. Puis, à l'automne de 1974, les administrateurs décident de prendre le taureau par les cornes. Primo, ils font retirer du TriStar numéro 318 toutes les pièces recyclées provenant du vol 401, incluant le très controversé four de la cuisine des hôtesses. Segundo, la direction fait exorciser le TriStar numéro 318. Cette délicate opération est confiée à un officier mécanicien de la compagnie et passionné de parapsychologie, un nommé Dick Manning. Dans un premier temps, Manning se rend dans la cuisine où il évoque les esprits des officiers décédés du vol 401. Presque aussitôt, l'image de Don Repo apparaît devant lui. C'est une image floue et diaphane, mais suffisamment claire pour que Manning y reconnaisse les traits de l'officier navigateur. Il l'implore de quitter le monde des vivants, de retourner vers cet au-delà auquel il appartient maintenant. Aussitôt ces paroles prononcées, une lumière vive entoure l'apparition qui s'estompe rapidement. À partir de là, les apparitions cessent définitivement sur le TriStar numéro 318. Ayant eu vent de l'affaire, John J. Fuller, un ancien journaliste du Life magazine, décide d'enquêter sur ces histoires. Au gré de ses investigations, il dénombre au moins une vingtaine d'incidents inexplicables. Ces événements sont racontés en détail dans son livre « The Ghost of Flight 401 », le fantôme du vol 401, qui paraît au printemps de 1976. Au lendemain de la publication, les Eastern Airlines, inondés de demandes d'informations, publient un communiqué laconique expliquant ne pas être au courant de ces allégations. L'année suivante, le livre « The Ghost of Flight 401 » est adapté dans un docudrame éponyme pour la télévision. Le film est diffusé pour la première fois le 18 février 1978. Then, from the national bestseller, The Ghost of Flight 401 comes a chilling drama of the supernatural. I feel his presence. The ghost of Somali appears only on ASA plans. Ernest Borgnine and Gary Lockwood star in this thriller based on actual events. Si les événements racontés soulèvent l'enthousiasme des amateurs de mystère, il en va autrement du côté des Eastern Airlines. Son directeur, Frank Borman, autrefois commandant de la mission Apollo 8, songe même à poursuivre les producteurs pour diffamation, qualifiant au passage ces rumeurs de fantômes de foutaise. Les Eastern Airlines cessent leurs activités en 1991. En 1979, Bob Welch, ancien guitariste du populaire groupe Fleetwood Mac, lance un album solo, Three Hearts. L'une des pièces de l'album, The Ghost of Flight 401, est un amusant rappel musical de ces événements qui continuent de hanter le folklore fantastique.
Je vais t'avouer, mon Christian, que tu m'as donné beaucoup de frissons ce soir. Est-ce que tu connaissais cette histoire-là, Yannick? Pas du tout. Non? Puis j'ai été extrêmement attentif et très accroché. Là. Normalement, je regarde un peu ce qui se passe sur notre site Internet, à savoir si tout se passe bien, si les commentaires, les gens sont heureux. Puis là, j'ai pas été capable de décrocher parce que je voulais absolument tout entendre ce que tu avais à dire concernant les fantômes. Puis c'est ça, les petits frissons me passaient, là. C'est une très bonne histoire. Puis comme le dit d'ailleurs la chanson de Bob Welch, quand il dit, hein, on a tous entendu parler des fantômes du Flying Dutchman, ça, et voici une histoire de fantôme qui se passe de nos jours. Là, au lieu que ce soit un bateau hanté, hein, le bateau fantôme, là, c'est l'avion fantôme. Et quand on écoute toutes les paroles de la chanson, il dit les fantômes apparaissent sur le vol 401, mais il dit les fantômes, c'est-à-dire les fantômes du vol 401 apparaissent sur les autres vols de la Eastern Airlines, mais il dit les fantômes apparaissent pas comme un puff of smoke, hein, c'est pas comme une puff de fumée, c'est vraiment les gens, si on se réfère à ce qui était raconté, les gens voyaient les fantômes, mais les fantômes étaient comme des individus normaux, là, ils étaient pas vaporeux, ils étaient pas diaphanes. Tu sais, lorsque l'hôtesse s'approche du commandant Bob Loff, elle voit un homme assis dans un fauteuil, elle lui parle, il est solide, là, il est comme un être humain normal, là, tu sais, bon, ça c'est ce qui est raconté. C'est une histoire vraiment fantastique. Moi, je me rappelle, c'est parmi les premières histoires de fantômes, quand j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes mystérieux et étranges dans les années 70, c'était une histoire qui circulait, hein, les fantômes du vol 401. Je me rappelle avoir vu ce fameux film, The Ghost of Flight 401, en anglais, que j'ai d'ailleurs à la maison, hein, dans lequel jouait notamment Kim Basinger, jouait une des hôtesses, et Ernest Borgnine jouait justement l'un des officiers pilotes à bord qui était dans l'avion. Donc, j'ai vu ce film-là et c'est une histoire de fantômes au superlatif. Hein. L'idée de l'avion qui crache, on récupère des pièces de l'avion. Tous les éléments de la légende sont là. Hein. On récupère des pièces, on les adapte sur le TriStar 318. Et puis là, ben voilà que les fantômes se mettent à apparaître sur les vols subséquents. C'est vraiment une très bonne histoire, mais elle a des points forts et des points faibles. Oh! On savait que ça s'en venait. Le coït interrompu s'en vient, là. Hein? Donc, le premier élément, si on regarde, d'abord, quelle est l'origine, la source de cette histoire-là? Si on regarde au niveau de la documentation. La documentation repose essentiellement sur 2 livres. Le premier, celui qui s'intitule The Ghost of Flight 401, qui a été écrit par John J. Fuller. Pour situer un peu les auditeurs, John J. Fuller, c'est pas un étranger dans l'univers de l'étrange et du paranormal. Il a écrit plusieurs livres sur des histoires de fantômes, dont 2 sur des histoires de fantômes de pilotes, The Ghost of Flight 401, et également une histoire de fantômes sur un dirigeable britannique là, qui se serait écrasé, le R-101. Donc, il avait écrit là-dessus, mais il est surtout connu dans l'univers de l'étrange et du paranormal pour être celui qui a écrit Le Voyage interrompu, The Interrupted Journey, qui est l'histoire d'un couple d'Américains, Betty et Barney Hill, dont on avait déjà parlé dans une émission, qui ont raconté lors d'un voyage, ils revenaient d'un voyage au Canada, ils étaient passés par Montréal, et alors qu'ils regagnaient leur domicile de Portsmouth au New Hampshire, ils racontent qu'au moment où ils traversaient les montagnes blanches, ils ont observé un ovni, puis là, il y a eu une espèce de période manquante, et lorsque 2 ans plus tard, sont allés voir un psychologue, un psychiatre, il les a placés sous hypnose, et là, sous hypnose, ils ont raconté qu'ils avaient été enlevés et amenés à bord de l'OVNI par des extraterrestres. C'est la première histoire, disons, d'enlèvement extraterrestre, plus ou moins documenté, entre guillemets, là, mais c'est cet événement-là qui va marquer un peu le début des histoires d'enlèvement extraterrestre dans la littérature et la culture populaire, l'enlèvement de Betty et Barney Hill. Et ça va faire l'objet d'un ouvrage en 1966 qui va être très populaire, d'ailleurs, un des grands best-sellers de l'univers des ovnis, et ce livre-là, c'est The Interrupted Journey, Le Voyage interrompu en français. Il a été écrit, ce livre-là, par John J. Fuller. C'est le même John J. Fuller qu'on retrouve ici, qui va écrire The Ghost of Flight 401. On est au début des années 70, on est en 74 ou 75 au moment où Fuller écrit son livre. Et ce livre-là, il va être suivi d'un autre livre qui s'appelle My Search for the Ghost of Flight 401, ma recherche sur le fantôme du vol 401, qui est écrit par Elizabeth Manzione.
Mais Elizabeth Manzione, elle porte également le nom de Elizabeth Fuller. C'est l'épouse de John Fuller. Et en fait, ce qui est assez amusant dans cette histoire-là, c'est que Elizabeth Manzione, elle était hôtesse de l'air. Elle travaillait pas pour la Eastern Airlines, elle travaillait pour une autre compagnie, et c'est elle qui a entendu parler de ces histoires de fantômes, et elle en a parlé à John J. Fuller, et c'est comme ça que le couple d'abord s'est rencontré, Fuller et Manzione se sont rencontrés sur cette histoire-là. Plus tard, ils sont devenus mari et femme, mais donc les deux ont été impliqués dans cette histoire-là, et c'est donc Manzione va raconter dans un livre un peu comment elle a entendu parler de ces histoires-là, comment elle est devenue un peu la secrétaire de Fuller et comment elle a colligé les témoignages. Techniquement parlant, ce sont les deux ouvrages de première main, si je puis dire, des premiers récits où ces histoires de fantômes du vol 401 sont rapportées. Mais là, on a un gros problème ici. Dans un premier temps, il faut savoir que lorsque John J. Fuller est décédé, ses archives ont en grande partie disparu. Quelques-unes ont été conservées dans des bibliothèques, notamment à Long Island, mais l'ensemble de ces recherches ont disparu. Donc, on n'a pas accès aux documents originaux sur lesquels il s'est appuyé pour écrire l'histoire du vol 401. Autre problème, lorsque son épouse, Elizabeth Manzione, écrit « My Search for a Ghost of Flight 401 », ou lui-même, Fuller, quand il écrit l'histoire du fantôme du vol 401, il utilise essentiellement des noms d'emprunt, des pseudonymes. Donc, comme tu n'as pas les véritables noms, tu te retrouves dans un sérieux problème quand il dit, l'officier machin voit tel ou tel truc. Si toi, tu es de l'extérieur, tu es un journaliste de l'extérieur, et pour avoir fait l'exercice, c'est plutôt difficile. Tu n'as pas les noms des bonnes personnes. Fait que c'est à peu près impossible de vérifier leurs témoignages. Donc là, on a un sérieux problème là-dessus. Comme je l'ai mentionné pour l'histoire de la Eastern Airlines, l'appareil, la compagnie a été vendue à plusieurs reprises à partir du milieu des années 70. Elle a changé 3 fois en fait de main et elle a cessé ses activités en 1991. À l'époque, elle était la propriété de Donald Trump, mais les archives même administratives, on a conservé quelques documents administratifs qui ont été conservés, mais si il est vrai qu'à l'intérieur de la compagnie, il y avait ces histoires de fantômes qui avaient circulé, puis on va revenir là-dessus, sur la validité de ces histoires-là qui circulent, mais s'il y avait des histoires comme celle-là qui avaient fait l'objet de comptes rendus ou de procès-verbaux, on n'en a pas gardé trace. Donc, on n'a pas ces documents-là. Donc, on a un très, très gros vide. Ensuite de ça, si on va plutôt vers la direction elle-même, à l'époque où ces observations vont se produire, entre guillemets, est-ce qu'elles se produisent ou non, mais si c'est vrai qu'elles se sont produites, il faut savoir qu'à cette époque-là, le directeur de la compagnie était un type qui s'appelait Frank Borman. Frank Borman, c'était quand même une espèce de héros national. Il avait volé notamment sur Gemini 7. C'était un ancien astronaute de la NASA. Ouais. Et il n'était pas particulièrement chaud avec les médias. Et il faut le comprendre, lorsqu'il avait volé sur Gemini 7, il y avait un incident qui s'était produit. Je te le résume rapidement. Il est sur le vol de Gemini 7, il est à sa 2e, 3e orbite, et là, à un moment donné, il contacte la base, et là, il dit à la base, il dit, je vois un truc qui est un peu étrange, il se trouve à gauche de mon vaisseau, là, il y a une conversation entre lui et les techniciens au sol, on lui dit qu'il doit s'agir, en fait, d'un des étages de la fusée, puis là, il regarde, il est pas sûr de ça, la NASA va demander au NORAD de faire une vérification d'un débris spatial qui pourrait se trouver près de Gemini 7, en excluant le vaisseau Gemini 7. Donc, la NORAD fait cette recherche-là, puis elle dit qu'il n'y a absolument rien aux côtés du Gemini 7. Donc, on n'arrive pas à identifier l'objet qui est observé par Frank Borman. Plus tard, la NASA va comprendre son erreur. En fait, c'est pas tant l'erreur de la NASA que l'erreur du NORAD, mais le NORAD, donc, qui, eux, monitorisent, en fait, l'ensemble des débris qui sont dans l'espace. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est quand ils ont rentré dans leur filtre, ils ont exclu Gemini 8, mais ils ont exclu tous les étages de Gemini 8, dont notamment la fusée porteuse de Gemini 8. Donc, elle n'apparaissait pas, à cause de ce filtre, elle n'apparaissait pas dans le compte-rendu. Donc,
quand le NORAD dit à la NASA, il n'y a rien aux côtés du Gemini 7, ben en fait, c'est qu'ils ont exclu le vaisseau porteur. Alors qu'on va découvrir après qu'en fait, là où Frank Borman voyait cet objet lumineux dans l'espace, ça correspondait à la fusée porteuse, une fusée Atlas, qui avait mis en orbite le fameux Gemini 7. Alors là, les médias se sont emparés de cette histoire-là. Et évidemment, on commençait à dire « Frank Borman a vu des ovnis dans l'espace, etc. » Puis là, Frank Borman a eu beau, en conférence de presse, dire « Non, finalement, on a rapidement identifié cet objet-là. Ce n'était rien d'autre que la fusée Atlas qui avait mis le vaisseau en orbite. » Mais ça n'a pas fait taire la rumeur. Et encore aujourd'hui, on est en 2020, il arrive souvent que j'entende des gens parler des supposées observations d'ovnis dans l'espace par des astronautes, et tu peux être assuré que l'histoire de Gemini 7 est toujours dans le tas. Alors qu'on sait très bien que les comptes rendus montrent très très bien que c'était la fusée porteuse. Mais quoi qu'il en soit, avec cette histoire-là, Frank Borman avait développé une espèce d'instinct de tous les gens qui s'intéressent au paranormal, à l'étrange et l'insolite, c'est tous des espèces d'imbéciles. Donc, il était très réfractaire à ça. Et quand les histoires du vol 401 ont commencé à circuler, parce que, bon, la presse ont parlé de ça, au moment où John Fuller sort son livre, évidemment, on en parle. On a entendu dans la petite capsule que j'ai fait, le jingle télé qui annonçait le fameux vol 401, le film du vol 401. Frank Borman a été choqué de ça. Il a même pensé à un moment donné qu'il allait poursuivre la compagnie de film qui avait fait le film en disant « c'est de la foutaise, on traîne la compagnie dans la boue ». C'est d'ailleurs pourquoi, dans le film, on n'utilise pas le nom de la Eastern Airlines, on n'utilise pas le nom de Don Repo ni de Bob Luff. On utilise des pseudonymes, le nom d'une autre compagnie pour ne pas directement cibler la Eastern Airlines. Donc, on voit qu'il y avait une friction entre la compagnie. Et bien sûr, tu comprendras que Borman, lui, à toutes les fois où il était questionné sur ces histoires de fantômes dans la qui circulaient, ben évidemment, il disait tout ça c'est de la foutaise, c'est pas vrai, ça s'est jamais produit. Bon. On va revenir un peu là-dessus. Là. Je pense que Borman avait une tendance à minimiser beaucoup de choses. Mais bon, donc ça, c'est un peu le discours qu'il faisait. Il y a quand même une chose que l'on doit savoir. Hein. Il y a un type qui s'appelle Robert Serling qui a fait une immense recherche sur l'histoire de la Eastern Airlines. Pas sur l'histoire du fantôme. Hein. C'est vraiment, Serling est vraiment l'historien de la Eastern Airlines. Il a écrit un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle From the Captain to the Colonel, qui a été publié en 1980. Donc, ne cherchez pas dans les pages de ce livre-là des histoires de fantômes. Il n'y en a pas là. C'est un livre qui est consacré essentiellement à l'histoire de l'aviation et principalement à l'histoire de la Eastern Airlines, qui a été dans les années 70 l'une des grandes compagnies phares de l'aviation américaine. Et il y a quand même un paragraphe dans le livre où il parle de cette histoire de fantôme du vol 401. Et ça, j'ai pu moi aussi vérifier cette information-là. Puis là, ça va en décevoir quelques-uns. On n'a jamais récupérer des morceaux du vol 401 pour les adapter sur les autres tristards de la compagnie. Bon. Ça, c'est de la foutaise. Ça fait beau d'une histoire de fantôme, hein? Oui. Wow, on récupère des morceaux, puis là, les morceaux sont adaptés dans l'autre avion. Mais en réalité, ça ne s'est jamais produit. En tout cas, il n'y a pas de registre qui montre ça. Et dans le domaine de l'aviation, lorsqu'un avion avait... C'est un peu comme aujourd'hui, lorsqu'il y a un accident de la route, ton véhicule, par exemple, s'il est déclaré là, une perte totale, puis il est envoyé à la casse, tu peux pas récupérer des pièces dedans. Tu peux pas dire « Ah ouais, mais mon radio avait de l'air être correct, tu sais, moi aller enlever mon radio. » Non, ça va passer par une compagnie de ferrailleurs, puis là, les ferrailleurs, eux, vont récupérer des pièces dessus, puis ils vont les revendre sur le... Mais tu peux pas, toi, comme le propriétaire de ça, faire ce truc-là. Et au niveau des assurances, dans le domaine de l'aviation, on pouvait pas faire ça. Donc, si ça s'est fait en catimini, il n'y a pas de registre de ça. Il n'y a jamais un technicien qui a dit « Moi, j'ai récupéré des morceaux du Lockheed qui s'est écrasé, puis on les a réadaptés sur d'autres appareils. » Ça s'est pas produit. Moi, j'ai fait cette recherche-là. J'avais accès aux documents administratifs de la Eastern Airlines. J'ai trouvé aucun document qui supporte ça. Et Robert Serling, comme je t'ai mentionné, qui est l'historien de la Eastern Airlines, a consacré un petit paragraphe dans son livre où il parle justement de ces histoires de fantômes-là. Et il dit explicitement que jamais des compagnies
Puis à ce moment-là, il faut se rappeler, au moment où Serling écrit son livre, on est en 1980, la Eastern Airlines existe toujours. Donc lui, il a eu accès à tous les documents alors que la compagnie était toujours en activité. Et il n'y a aucun document qui tend à démontrer qu'il y a eu une adaptation des pièces de l'ancien appareil sur d'autres avions de la compagnie. Donc, c'est beau dans une histoire de fantôme, mais ça reste excessivement litigieux, le fait qu'on ait pu récupérer ça. Alors, d'où vient cette histoire de fantôme et a-t-elle eu lieu? Là, je sais que tu es sur le bout de ta chaise, puis c'est ce que tu attends. Là. Tu dis, faut pas que le coït soit trop interrompu. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai rencontré, quand j'ai fait mon truc à dossier mystère, j'ai rencontré une des hôtesses qui était sur le vol 401, le vol qui s'est écrasé. Elle s'appelait Mercedes Ruiz, elle avait 29 ans. Et elle s'en est tirée relativement bien, là, un poignet foulé, puis quelques ecchymoses. Puis elle m'a raconté un peu les éléments de l'écrasement. Et ensuite, elle est demeurée dans la compagnie. Elle a continué d'être hôtesse de l'air jusqu'à la fermeture de la compagnie en 1991. Après ça, pendant quelques années, elle a poursuivi sa carrière avec d'autres compagnies aériennes. Et quand je lui ai parlé de cette histoire-là, du vol 401, là, on voit que son discours à elle... il s'oppose un peu à la position officielle de la compagnie. Lorsque la compagnie a émis des communiqués en disant « il n'y a pas personne dans la compagnie qui a vu ces histoires de fantômes-là, c'est une invention de Fuller, ça n'a jamais existé, tout ça est de la foutaise », ben lorsque j'ai posé ces questions-là à Mercedes Ruiz, c'était pas aussi clair que ça. Elle m'a confié qu'elle n'avait jamais vu le fantôme. Même si elle a volé pendant des années après pour la compagnie Eastern Airlines, il ne lui est pas arrivé de voir des fantômes. Mais en revanche, cette histoire-là, elle circulait bel et bien. Il y a des gens au sein de la Eastern Airlines qui disaient avoir vu ces fameux fantômes. Elle les a pas vus. Puis c'est un peu l'histoire de l'homme qui a vu l'ours. Elle me dit, je me rappelle pas qu'une hôtesse avec laquelle j'ai travaillé a dit qu'elle avait vu le fantôme, mais ça circulait, puis des gens que je connaissaient des gens qui avaient vu le fantôme. Tu comprends? On était un peu éloignés, mais néanmoins, une chose est sûre, cette histoire-là de fantôme n'était pas qu'une simple rumeur à l'extérieur. C'était visiblement quelque chose qui, pendant des années, a alimenté les conversations au sein du personnel de la Eastern Airlines. Dans mes recherches, j'ai découvert que Fuller, quand il avait écrit son livre The Ghost of Flight 401, même si ses archives ont disparu, donc il n'est pas possible d'avoir les documents qu'il a utilisés, on sait néanmoins qu'il a remis, lorsqu'il a colligé ces témoignages-là, il en a remis quelques-uns de ces témoignages-là à une compagnie qui s'appelle la Flight Safety Foundation, qui, elle, voit à la sécurité aérienne. Il a remis une série de documents à cette compagnie-là en 1974, alors qu'il travaillait à l'écriture de son livre Ghost of Flight 401. Et ces documents-là, ils existent encore aujourd'hui. Et à ce moment-là, la Flight Safety Foundation avait remis un document, une lettre à Fuller en disant « Les documents que vous nous avez soumis sont très sérieux et viennent de gens excessivement crédibles et qui tiennent des positions importantes dans le personnel navigant de la Eastern Airlines. » Donc là, on a une compagnie qui est complètement indépendante, qui n'a rien à voir avec Fuller, qui n'a rien à voir non plus avec la Eastern Airlines. Eux, ils ont eu accès aux documents originaux que Fuller leur a fournis et ils se sont prononcés plutôt en faveur de la réalité de ces observations-là. Ça ne veut pas dire que le fantôme existait pour vrai, là. Mais je te disais qu'il y avait visiblement au sein de la compagnie ces histoires de fantômes qui circulaient et apparemment des témoignages de gens qui disaient les avoir vus. À mon avis, le document le plus convaincant sur lequel j'ai mis la main, et tu vas comprendre pourquoi je le trouve très crédible, en 1981, la veuve du commandant de bord, la veuve du capitaine Bob Luff, Dorothy Luff, et ses deux enfants, Kimberly et Robert Jr., ont poursuivi en justice John Fuller, qui a écrit le livre Le fantôme du vol 401, et ils l'ont poursuivi pour atteinte à la vie privée et détresse psychologique. Et donc, ils ont demandé une compensation pour ça. Et ils ont été déboutés devant le tribunal. Et j'ai dans mes archives la copie du rapport, de la décision du juge. Et sans entrer dans les détails, le juge, non seulement il déboute la famille Luff en disant « Non, vous n'aurez pas de compensation parce que M. Fuller n'a pas fait ce que vous mentionnez, n'a pas eu atteinte à la vie privée », mais dans son jugement,
le juge évoque des incidents qui se sont produits, qui ont été documentés par le tribunal, dont notamment la fameuse séance de spiritisme qui s'est tenue avec la veuve de l'officier Don Ripo, qui est un des fantômes qui apparaissait le plus souvent, disait-on. Donc, cette séance de spiritisme, elle est documentée par les documents du tribunal qui montrent que ces événements-là ont bel et bien eu lieu. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il faut croire aux fantômes ou pas aux fantômes, là, c'est un autre paire de manches, puis je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais une chose est certaine, les événements qui ont marqué cette période-là du milieu des années 70 à la Eastern Airlines, c'était beaucoup plus qu'une simple rumeur, comme essayait de le faire croire Frank Borman et les dirigeants de la compagnie. À en croire les dirigeants de la compagnie, d'ailleurs, eux disent que la seule histoire de fantôme qui a jamais circulé à l'intérieur de la compagnie, c'est lors d'un vol, puis j'en ai parlé dans ma petite capsule que j'ai faite, je parle de ce fameux vol entre Mexico et Miami, où le fantôme apparaît et dit à l'officier de bord, à Palma, il dit « attention au feu, attention au feu », puis c'est vrai que le moteur de l'avion a pris feu, et l'appareil a dû rebroucher chemin, puis il s'est reposé à l'aéroport de Mexico. Or, d'après la version que donne la compagnie dans un communiqué, c'est la seule histoire de fantôme qu'ils documentent dans un communiqué, ils disent c'est à l'origine, durant ce vol-là, les pilotes ont été chanceux et un des pilotes a lancé en boutade. C'était même pas une plaisanterie comme ça. Il disait « Wow, on était chanceux. On aurait presque pu croire que les fantômes du vol 401 veillaient sur nous. » Tu comprends? C'est simplement cette phrase-là, lancée un peu en plaisanterie, qui aurait alimenté toutes les histoires de fantômes. Ça, c'est la position officielle de la compagnie. Alors qu'en réalité, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ces rumeurs-là étaient beaucoup plus profondes que ce que la compagnie, elle, voulait bien donner à entendre. Mais encore une fois, la grosse problématique pour vérifier ces récits-là, 1, les archives de Fuller ont disparu. 2, dans ses livres, autant le sien que celui de son épouse qui suivait après, dans ces livres-là, bien sûr, on n'a pas les noms de ces gens-là, donc il est à peu près impossible de remonter aux témoignages, essayer de retrouver les témoignages de première main. Donc ça, c'est le gros point faible. On peut donc dire que, si tu me demandais ma conclusion, je pourrais te dire que l'histoire des fantômes du vol 401, c'est une histoire qui a beaucoup alimenté les conversations au sein de la compagnie. Ces histoires-là étaient apparemment appuyées par des témoignages bien réels, même si on ne peut pas les vérifier autre que par ce que Fuller en a rapporté. Mais malheureusement, sans preuve concrète, ça reste du domaine un peu de la légende. N'en demeure pas moins que c'est une excellente histoire. Ah ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça demeure du domaine de la légende. Mais quelle bonne légende, les fantômes du vol 401. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. 19h44. Énormément de commentaires concernant l'histoire des fantômes du vol 401. L'émission n'est pas terminée. Non. D'ailleurs, Yannick, j'ai une petite anecdote pour toi. Le premier avion que j'ai visité dans ma vie, c'était un Lockheed L-10-11. Je me rappelle encore, c'était dans les années 70. J'étais gamin à l'école et on nous avait amené à l'aéroport. Je crois que à l'époque, ça devait être l'aéroport de Dorval. Et donc, je me rappelle pas de quelle compagnie, mais tous les enfants, on a fait le tour d'un avion, puis on est monté à bord. Donc, l'avion est resté sur le tarmac, là, il n'est pas décollé, mais je me rappelle, j'étais gamin, je devais avoir 8-9 ans, là, puis là, j'étais assis dehors dans un avion, puis cet avion-là, c'était justement un Lockheed L-10-11. Et quand je parlais dans le narratif, la façon dont c'était fait, lorsqu'il y avait la galerie inférieure et la galerie supérieure, c'est quand on arrivait à l'avant de l'avion, tu pouvais descendre comme 2 marches, puis il y avait comme une espèce de petite cuisinette, une coquerie qui était là. Ça, c'était la galerie inférieure. Puis tu pouvais monter, puis il y en avait comme une autre petite coquerie. Écoute, c'était un très gros avion, le Lockheed L-10-11, et ça m'avait marqué un peu cette vision-là. Et plus tard, lorsque j'ai entendu parler de l'histoire des fantômes du vol 401, je me suis rappelé un peu la vision que j'avais enfant du Lockheed L-10-11. En tout cas, bref. De beaux souvenirs. Oui, un beau souvenir. Puis de me rappeler que j'avais déjà vu un de ces appareils-là. On avait fait le tour. On avait passé du poste de pilotage jusqu'à la partie des bagages, puis tout ça, la soute. Alors, quand je lisais l'histoire des fantômes du vol 401, je pouvais avoir une vision, là, un peu un tableau de comment ça se passait à bord de l'avion, parce que je sais quelle était l'architecture même de l'appareil. Christian, on parle maintenant des 75 ans de la disparition du vol 19.
Oui, je voulais pas terminer cette émission-là sans mentionner que demain, on est le 5 décembre et ça va marquer le 75e anniversaire d'un événement, un événement phare dans l'histoire de l'étrange et de l'insolite. C'est l'événement qui a donné un peu naissance au Triangle des Bermudes. Je sais, il y a à peu près 1 an et demi, on a fait une émission avec Richard Nolan où on avait parlé du Triangle des Bermudes. Puis bien sûr, on avait évoqué cette histoire-là puisqu'elle est un élément marquant. Mais donc, demain, on va fêter le 75e anniversaire, souligner 75e anniversaire. Donc, je rappelle un peu pour les gens qui nous écoutent comment ça s'est passé, cet événement-là, et quel est le rôle qu'il a joué dans l'histoire du Triangle des Bermudes, parce que ça s'est pas produit immédiatement, cette histoire de Triangle des Bermudes. Donc, l'événement lui-même, la disparition du vol 19, on est le 5 décembre 1945, et à ce moment-là, c'est une assez belle journée, on doit faire un escadron de 5 appareils, 5 TBM-3 Avenger doivent décoller de la base de Fort Lauderdale. Ils doivent voler vers les Chicken Shoals, qui est des petits îlots qui sont au large de la Floride. Leur mission, c'est de bombarder une épave qui est là. Donc, c'est simplement un exercice, une manœuvre avec des élèves pilotes. Techniquement, les 5 appareils devraient avoir 15 membres d'équipage, 3 personnes à bord de chaque appareil. Ce jour-là, il y a un type, dénommé Alan Costner, qui va se déclarer malade. Donc, l'escadron décolle avec 14 membres d'équipage. Ce sont des élèves pilotes, sauf bien sûr le leader du groupe, qui est le lieutenant Charles Taylor. La première partie du vol se passe très très bien. Donc on vole vers les Chicken Shoals, on bombarde l'épave en question. Mais là, quelque part, on est en fin d'après-midi. Là, il est près de 16h, 3h30, 4h de l'après-midi à peu près. Et là, donc les gens, le commandant Taylor va appeler la base. Il y a quelque chose qui va pas. Il a l'impression qu'il est au-dessus au début, il dit c'est peut-être les Key West. Il voit des îles en dessous de lui. Il croit que c'est les Key West. Il dit que son compas est déréglé. Donc il y a une espèce de confusion. Il ne sait plus exactement où lui et les appareils qui le dirigent sont. Et à ce moment-là, on va essayer de les ramener vers le sol, mais on n'y arrivera jamais. Et puis, vers à peu près, je te dirais 19h, on considère que l'escadron est complètement perdu. On va envoyer des équipes de recherche, et le soir même, donc un gros Martin Mariner, donc un avion de recherche en mer, va exploser au large de la Floride. Donc ce jour-là, une journée sombre pour l'armée de l'air, la US Navy. On perd un escadron de 5 bombardiers Avenger avec 14 membres d'équipage, plus ce Martin Mariner avec bien sûr tout son équipage. À ce moment-là, il faut le dire, Yannick, il n'y a pas un grand mystère. Quand on regarde des documents d'archives de l'époque, en 1945, il y a eu une enquête qui est menée par la US Navy, puis il n'y a pas de mystère. On sait ce qui s'est produit, bien sûr, ça demeure une spéculation tant aussi longtemps qu'on ne retrouvera pas les épaves, on ne pourra pas avoir une certitude à 100% et on n'a jamais retrouvé ces avions-là, on n'a jamais retrouvé de débris. Mais la US Navy émet une hypothèse qui était une hypothèse à l'époque, qui demeure encore une hypothèse aujourd'hui, mais qui est très vraisemblable. Le lieutenant Charles Taylor, qui était le leader du groupe, c'était le seul pilote d'expérience et il était un nouveau venu à la base de Fort Lauderdale. Il avait fait tout son entraînement au-dessus des Key West. L'hypothèse que développe la US Navy, c'est que ces gens-là, même si au moment de décoller de Fort Lauderdale, il faisait beau, la température était agréable, au large, il y avait des cellules orageuses qui se développaient avec des vents puissants. Et ce que l'on croit, c'est que les avions étaient entraînés plus loin qu'ils croyaient à cause justement des vents. Et au moment où Taylor a voulu regagner la terre, donc la péninsule de la Floride, quand il regardait en dessous de lui, il voyait les îles des Bahamas et des Chicken Shoals. Et pour une raison assez inattendue, il s'est mis à croire que ce qu'il voyait, c'était les Key West. Comme il venait des Key West, il semblait reconnaître les terres, puis il disait « Mais ça n'a pas de bon sens, je dois être au-dessus des Key West », alors qu'en réalité, ce qu'il voyait, c'était les Bahamas. Et à ce moment-là, tu comprends la confusion. Si il croit qu'il est au-dessus des Key West, alors qu'en réalité, il est au-dessus des Bahamas, bien sûr, quand il regarde son tableau de bord, il se dit « Mon compas, je dois voler au sud », alors que son compas lui indique qu'il vole à l'est. Alors il se dit « Le compas est déréglé ». Alors là, il va s'enchaîner toute une série de confusions, et l'armée étant ce qu'elle est,
les jeunes pilotes vont suivre évidemment les coordonnées que le lieutenant Taylor va leur imposer. Fait que quand il lui dit on tourne à droite, on tourne à gauche, on tourne à droite, on tourne à gauche, ben les pilotes suivent. Et éventuellement, ces gens-là, l'escadron va épuiser son carburant et ils vont plonger dans l'océan. Puis comme il y avait des cellules orageuses qui se développaient à ce moment-là en haute mer, ben les chances de retrouver des survivants, même retrouver des débris, est à peu près infime. D'autant plus qu'on n'a pas mené les recherches au départ exactement où les avions se seraient écrasés. Parce que comme Taylor disait qu'il croyait qu'il était au-dessus des Key West, ben tu comprends que les premières équipes de recherche ont été envoyées au-dessus des Key West. Et on n'a rien trouvé. Mais à ce moment-là, le temps à la base de Fort Lauderdale, on refasse les calculs, puis on s'est dit, tiens, il était peut-être pas au-dessus des Key West, il était peut-être au-dessus des Bahamas. Ben, le temps écoulé rendait la possibilité de retrouver des survivants à peu près infime. Là. Donc, à ce moment-là, en 1945, quand il y a enquête de la US Navy sur cet événement-là, même s'il est très étrange en soi, on voit que les militaires, eux, ont trouvé une explication relativement raisonnable à ce qui s'est produit. Il faut vraiment attendre quelques années, là, fin des années 50, début des années 60, pour que cette histoire-là soit remonter en épingle avec un petit soupçon de mystère et on va en faire l'histoire la plus mystérieuse du triangle des Bermudes, alors qu'en réalité, parce que cette histoire-là était un peu retombée dans l'oubli pendant les 15 années qui avaient suivi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mystère. Mais on avait besoin d'une histoire forte pour créer, pour que la mayonnaise du triangle des Bermudes prenne. Et cette histoire-là, bien sûr, la disparition d'un vol comme ça au-dessus des Bermudes rendait le scénario tout à fait fantastique et vraisemblable pour les amateurs de mystère. Donc demain, 5 décembre, marquera le 75e anniversaire de la disparition du vol 19. Et pour les gens qui se rendraient sur place, le petit aéroport, maintenant, qui se trouve à l'endroit où se trouvait l'ancienne base aéronavale, il y a un beau monument en pierre, en ciment, avec une plaque qui raconte un peu l'histoire du vol 19. Et on a placé au-dessus du monument une hélice de ces gros avions, ces bombardiers, l'Avenger. Là, ils avaient une grosse hélice à 3 pales. Et il y a une hélice qui surmonte le monument. C'est très, très beau et ça nous rappelle ces événements-là qui, demain, seront à leur 75e anniversaire. Le fameux triangle des Bermudes. J'étais très jeune quand j'ai entendu parler de ça, Christian. C'était avec M. Pierre Laporte. Ouais. On racontait qu'il y avait des avions et des bateaux qui disparaissaient dans ce coin-là. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que ça m'attirait, l'insolite. Oui, c'est ça, mais essayer, dans le cas du triangle des Bermudes, c'est une histoire qui fonctionne toujours bien parce qu'on essaie de trouver une explication à toutes les disparitions. C'est comme essayer de trouver une explication à tous les accidents qui se produisent sur l'autoroute. Tu n'y arriveras pas, parce qu'il y en a, c'est la vitesse, l'autre, l'alcool au volant, un bris mécanique. Donc, il faut vraiment que chaque accident soit évalué en fonction de l'événement lui-même et non pas en fonction d'une globalité. On revient pour la conclusion, mon ami. OK, absolument. Est-ce que tu as des plans pour ce week-end? De nouvelles histoires à nous raconter? Non, écoute, je suis en train de travailler sur un livre qui doit sortir l'an prochain. Ouais. Qui sera les grandes fraudes du paranormal. Oui. Bon, tu vas avoir d'autres amis, c'est tout. Oh, ils m'ont fait d'autres amis, puis écoute, il y en a tellement que j'ai de la difficulté à faire un choix, de faire une sélection. Mais bon, enfin, je travaille là-dessus, puis compte tenu du confinement, tu comprends qu'on profite du fait qu'on est obligé un peu de rester chez soi pour faire le décantage. T'es rendu à combien de livres, là, Christian? Là, je pense que j'en ai 10 qui sont sur le marché. Donc là, je travaillerai en théorie à mon 11e. Ça se glisse bien dans une conversation. Puis, dans des cadeaux de Noël? Ben oui, c'est ça, dans des cadeaux de Noël. Donc, si vous cherchez un bon cadeau de Noël à offrir, écoute, vous avez toute une panoplie de Christian Page qui est disponible sur le marché. Offrez-vous un Christian Page pour Noël. Offrez-vous un Christian Page, bien sûr, tu sais. Fait que, non, puis jusqu'à maintenant, on en a parlé. J'ai mon plus récent, Les OVNIs au Québec, qui va très, très bien, qui a suscité énormément d'intérêt, qui n'a pas nécessairement fait le plaisir de tous les amateurs d'OVNIs, tu sais, les ufologues, parce que, bon, je dénonçais des situations un peu ambiguës là-dedans, mais bon, bref, la réponse du public est excellente, donc je suis très content d'avoir écrit cet ouvrage-là. Puis j'étais pas certain, quand je l'ai écrit, j'étais pas très certain de la tangente à prendre pour l'ouvrage, mais je vois que le public a bien réagi. Dans ton cas, dans ta job, tu peux dire que la vie est un combat. Oui, absolument, c'est bien dit. Je te souhaite de passer une excellente soirée et un beau week-end. OK, toi aussi, on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Radio X Files. Radio X.